Ravi de vous retrouver pour l'acte 2 de la semaine du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Et comme vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Je suis en compagnie des juges Geoffroy Vaha et Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Comment se porte le CHU Yalgado Ouedraogo? La question était au cœur d'une vive polémique alimentée par une vidéo qui a inondé la toile. La vidéo laissait voir des médecins qui peinaient à allumer une lampe dans un bloc opératoire pendant qu'un patient attendait des soins. La réaction de la direction de l'hôpital n'a pas tardé. Une demande d'explication a été adressée à l'auteur, sinon aux auteurs de ce fichier audiovisuel. Retour sur les faits à cette convocation, et nous avons sur ce plateau comme convoqué le directeur général du CHU Yalgado Ouedraogo, Constant Daourou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Alors, nous aurons l'occasion de faire le diagnostic du CHU Yalgado Ouedraogo, parler justement de cette polémique-là. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et la parole revient au juge Geoffroy Vaha pour cette partie. Merci président. Moi j'aurai deux avant-propos. Le premier, il y a la question du carême musulman, le jeûne musulman qui commence. Souhaiter donc un bon mois de jeûne à nos frères musulmans. Et puis on sait que c'est dans une période de canicule et donc une chaleur qui ne dit pas son nom. Ça sera des conditions quand même pas forcément aisées et on espère qu'ils pourront accomplir de la meilleure des façons ce que demande donc forcément cette religion-là. Donc un bon mois de carême musulman. Et puis j'ai de jeunes musulmans. J'ai dit deux avant-propos. Mon deuxième avant-propos va concerner le vaccin Covid. On nous parle d'un peu plus de 1 300 000 doses qu'on aura. Et en tout cas, il y avait une rencontre aussi, et je pense que c'est la semaine passée, sur la stratégie de vaccination. Je pense qu'ils ont convenu d'un certain nombre d'éléments. Mais pour le Burkina, il faut reconnaître aussi que on a l'impression qu'on y va en hésitant, ou c'est très timide, ou bien c'est sans conviction, je ne sais pas, mais on n'est pas dans la dynamique d'une forte communication là-dessus, et puis on n'a pas l'impression d'une batterie d'éléments qui accompagnent. En tout cas, pour le commun des Burkinabés, même le nom du vaccin, il fallait face au check ou quoi pour nous révéler un certain nombre d'éléments. Donc, du coup, on se dit, mais est-ce que nous-mêmes on avait vraiment envie d'y aller? Et puis bon, quand on regarde aussi la tendance avec le point de presse que nous faisait aussi la structure en charge de la veille sur la question de Covid, on nous a dit qu'on était arrivé à un stade où clairement, bon, je dirais pas que c'est géré ou quoi que ce soit, mais on a dépassé la question du pic et on est vraiment dans une phase qui est assez maîtrisée aujourd'hui. À la réalité aussi, on comprend, on ne vit pas en vase clos, on vit dans un monde qui est bien globalisé. Aujourd'hui, ce qui va payer pour les voyages, que ce soit homme d'affaires ou autre, vous verrez que le passeport santé sera celui-là qui sera le plus regardé, parce que l'Europe ou les États-Unis ou autres ont vécu des situations tellement difficiles du fait de la maladie à coronavirus qu'ils vont veiller au grain sur ceux qui entrent, de peur d'avoir encore à gérer des situations compliquées. Donc je comprends que ça sera une réalité. Les pays qui ne vont pas se prêter à toutes ces campagnes vaccination et autres, c'est sûr que ça sera difficile aussi pour ces pays-là de voir leurs nationaux voyager parce que représentant un genre de menace n'ayant pas pris toutes les mesures comme les autres. Et ça, on le comprend assez aisément. Et bon, on regarde. Maintenant, on attend de voir quels sont les premiers qui recevront ces doses-là et puis comment ça va se passer. Alors, déficit de communication ou présence dans la stratégie, nous aurons l'occasion certainement d'en savoir davantage. Nous allons à présent écouter
les avant-propos du juge Bougma. Merci, Président. Bon, mon avant-propos, deux avant-propos. Le premier va concerner le Bénin. Il a normalement les résultats aujourd'hui, mardi, c'est aujourd'hui que ça doit tomber parce que il dispose entre en tout cas aujourd'hui et demain pour publier les résultats de cette élection où en tout cas le super favori c'est le candidat président, pour ne pas dire le président candidat Patrice Talon. Donc face à deux, mais bon, on attend les résultats. Ce qui est aussi donné de voir, c'est que dans 16 arrondissements sur 546, il n'y a pas eu d'élection compte tenu des incidents et puis des questions sécuritaires. Alors, c'est une compétition qui pour le moment, en tout cas, semble sans saveur compte tenu de ce qui s'est passé au niveau du Bénin, et on sait que les choses ont été taillées à la dimension de M. Talon. Donc il y a risque que dès le premier tour, pas risque, il y a de fortes chances que dès le premier tour effectivement il puisse l'emporter sur les autres candidats. Et puis c'est un Talon qui a une autre façon aussi de gérer sa présidence, qui a une façon aussi de cheviller au niveau de la scène politique que beaucoup n'avaient pas vu venir et qui avait promis de faire un seul mandat et de s'en aller, mais effectivement qui finalement va faire un second mandat. Donc c'est un homme qui est venu avec sa façon de faire. Ailleurs peut-être on l'aurait appelé hyper président, mais comme c'est en Afrique, c'est des dérives dictatoriales. C'est comme ça il est présenté c'est comme ça il est présenté par certains médias, surtout étrangers. Alors qu'on a vu le temps des hyper-présidents de Nicolas Sarkozy, ce n'était pas des dérives de dictateurs. Pour Emmanuel Macron, c'est Jupiter, ce ne sont pas des dérives de dictateurs. Je n'ai pas dit que Patrice Talon a un magistère parfait, non, je n'ai pas dit, mais il a un style qui plaît pas, mais là c'est beaucoup plus de dérives de dictateurs. Il n'est pas hyper, il n'est pas Jupiter. Chacun pourra apprécier comme le veut. J'ai dit, mais c'est pas que je partage sa méthode, mais l'appréciation et le choix des mots pour présenter monsieur qui est présent partout et qui dirige comme il l'entend n'est pas la même en fonction de quel œil effectivement on regarde. Mon second avant-propos est en lien avec ce que Geoffroy va dire par rapport au vaccin Covid-19. Ce qui est curieux, c'est que nous sommes tombés sur un document, vous prenez l'Afrique de l'Ouest, les uns et les autres reçoivent les doses, mais ils les administrent même pas. Donc en tout cas, c'est un document que nous avons qui émane des services de la CEDEAO, vous regardez, il y en a qui ont reçu des doses, mais qui n'administrent pas. Ils sont très rares, les pays qui ont pris les doses et qui ont administré. Il y en a qui n'administrent pas. Et voyez-vous, des pays comme le Bénin a reçu des doses, 0 administré. À la date, en tout cas, où nous avons reçu ce document-là en fin de semaine. Et donc, la population 12 millions et quelques, le nombre de vaccins reçus 347 000, administré 0. Et puis, il n'est pas seul. Donc les pays même sont réticents. On a l'impression que les uns et les autres prennent pour échapper aux pressions diplomatiques par rapport aux craintes exprimées et tout et tout. En tout cas, quand nous l'avions reçu, je crois que c'était vendredi, c'était pas encore, il y a des pays qui n'avaient pas administré. On a aussi vu cette vidéo dont je vous avais fait dans un avant-propos où monsieur n'a pas du tout été vacciné, mais on a même appliqué le sparadrap pour faire croire qu'il a été blessé, il y a le sang qui sort, non, mais il faut. Mais donc c'est des pays qui sont pas, les pays ne sont pas à l'aise. Et je pense aussi qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes pratiquement le seul pays qui jusqu'à présent n'avait pas reçu la dose. Donc c'est entre jeunes. Mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais comme on y va, on a cette impression que les pays jonglent avec le vaccin coronavirus, parce que même de l'autre côté, il y a beaucoup plus de réticence. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette communauté où à un moment donné, vous n'avez pas le choix, parce que vous ne vous suffisez pas aussi à vous-même. C'est ça aussi la réalité de ce monde-là. Et je pense que si on avait pu compter aussi, on avait pu taire nos problèmes d'ego et penser une mesure endogène, peut-être que la solution partirait du Burkina. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Alors que je pense et je crois fermement qu'au Burkina, ce ne sont pas des ressources internes pour faire face à la pandémie qui manque à partir de ce que j'appelle les mesures endogènes sur la base des produits phytosanitaires. Parce qu'il faut respecter un certain nombre de protocoles. Mais nous, on a même fait la bagarre que même les essais là posent problème chez nous.
Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais à l'entame de cette émission, notre invité Constant Daourou, il est le directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Bonjour et merci d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous. Et comme je l'ai dit, votre centre hospitalier était au cœur de l'actualité avec justement cette vidéo qui a circulé sur la toile, la vidéo d'une lampe défectueuse dans un bloc opératoire. Déjà, première question, est-ce que la lampe a été réparée? Est-ce que le bloc est aujourd'hui fonctionnel, monsieur le directeur? Ok, d'abord, permettez-moi de vous remercier de me donner la parole pour pouvoir m'exprimer sur cette situation. Et avant cela aussi, permettez-moi à la suite des juges et de vous-même de souhaiter un bon mois de carême, de Ramadan pour nos frères et sœurs musulmans. Alors, cela dit, c'est effectif, comme ce que vous avez vu dans les publications sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a une lampe qui a eu des problèmes dans un bloc opératoire, notamment au département d'odontologie et de chirurgie maxillofaciale. C'est-à-dire ceux qui réparent, pour parler simple, voilà, les questions de chirurgie au niveau des mâchoires et autres. Là. Voilà, donc la vidéo est apparue, nous l'avons découverte comme tout le monde, j'allais dire, c'est ce qui est curieux, nous l'avons découvert comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et pour répondre directement à votre question, ça a été réparé. Et par l'usine de forme, nous avons même publié une vidéo qui montrait la lampe réparée. D'accord. Voilà. Nous sommes déjà dans le vif du sujet, messieurs les juges. Monsieur Constant Daourou est sur ce plateau. Bon, le DG dit avoir été surpris de voir la vidéo sur les réseaux sociaux, alors qu'il nous a été dit que c'est après plusieurs tentatives, démarche pour que la lampe soit réparée, qu'en désespoir de cause, les uns et les autres étaient obligés de passer par ce chemin. Alors, comment est-ce que cela se fait que la lampe déconne? Il y a toute une administration, toute une organisation où des gens sont chargés de veiller sur le matériel, n'arrivent pas à détecter que c'est une vidéo qui fait ressortir ça sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse réparer. Ok, merci pour la question. Ce qui est arrivé, je pense que d'abord, n'oubliez pas que nous sommes dans un établissement public de l'État. L'hôpital, c'est un établissement public de l'État. Et nos départements sont des entités aussi administratives, même si ces départements sont gérés par des professeurs ou en tout cas des techniciens. Et au niveau du département, il y a toute une administration. Même le chef de département, lui-même était surpris qu'il y ait des vidéos sur son service sans qu'il n'ait été saisi pour qu'on entende toute la procédure de réparation. Parce que c'est du matériel qui tombe en panne. Et j'aurai certainement l'occasion de faire le point globalement de la logistique médicale ou technique ou biomédicale de l'hôpital Yalgado. C'est du matériel qui est vétus. C'est du matériel qui a beaucoup duré et c'est du matériel dont peut-être l'âge moyen, ça tourne toujours autour de 7 ans, 10 ans. Donc c'est assez difficile. C'est des situations qui arrivent fréquemment, mais c'est cette forme de résoudre le problème. Parce que si j'avais été saisi directement, nous sommes présents à l'hôpital 24 heures sur 24. Mes services techniques, notamment ceux qui font les maintenances, sont présents à l'hôpital, ils prennent la garde comme le monde médical. Donc si on avait été saisi directement, on ferait les diligences qu'il faut pour pouvoir réparer l'appareil. Donc déjà, vous nous dites que vos services, ni les services du chef de service n'avaient été formellement saisis par rapport à cette lampe. Par rapport à la panne qui était pendante, je parle de la panne. Voilà, ils n'ont pas été saisis. Okay. Voilà, c'était là toute la difficulté. D'accord. Juge va. Quand je regardais la vidéo, on se rendait compte de personnel qui était habitué à un problème. La preuve, il y a l'un qui lui suggère de taper quelque part parce que c'est là-bas on tape et puis ça vient. Tu tapes mollement, là, il faut bien taper. Si tu ne tapes pas bien, ça ne va pas venir. Ça veut dire qu'ils sont habitués à ça. Maintenant, vous nous dites que vous n'avez pas été saisi. Vous savez, quand vous travaillez dans un espace où tout est prioritaire, vous êtes partagé entre, comme je dis souvent, le primordial, le nécessaire et le prioritaire. Quelquefois, tout ce que vous remontez, quand ce n'est pas traité, vous êtes fatigué de faire remonter les problèmes. Vous-même, vous parlez de l'état de vétusté de la plupart des machines et autres. Donc, à un moment donné, la question de contrôle devrait être continue et tout. Ils ont une situation, peut-être vous estimez que le mode pose problème, mais à la réalité ça traduit un malaise qui est profond. Nous on n'a pas besoin de la vidéo pour savoir qu'à Yalgado ça va pas. Quand on va à Yalgado, vous savez, je parle, et si je me trompe, on me contredira sur ce plateau. Quand vous partez à Yalgado, vous êtes convaincu de quelque chose, c'est que vous allez trouver de bons médecins.
Mais le problème, c'est que vous ne serez pas soigné dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends très bien. Voilà. Donc, la vidéo elle-même vient nous montrer quelque chose qu'on sait déjà. Aller aux urgences traumatologie ou quoi, on met les gens à même le sol. Les femmes, elles accouchent à terre. Ça, vous savez, non? Non, les femmes n'accouchent pas à terre à Yalgado. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus de toute façon. Bon, les femmes n'accouchent pas à terre à Yalgado. D'accord. Voilà. Je veux dire, par moment. Bon, par moment. Donc, je veux dire, vous savez ça, non? Je le sais. Je suis à l'hôpital depuis 3 ans. Donc, je le sais. Manque de chaises, manque de bancs d'accueil, ou bien quelquefois, quand c'est trop compliqué, vous êtes dans le couloir. Ça, c'est Yalgado. Donc, la petite lampe là, que vous ne soyez pas au courant, quoi. Moi, je trouve que ça, même, c'est un épiphénomène. On connaît Yalgado là, mais c'est comme ça. Maintenant, les pauvres qui ont dit, ah, voilà les problèmes qu'on a, parce qu'à un moment donné, il faut une piqûre. Vous savez, les rappels là, les rappels sont séquencés. Des fois, il faut aller un peu plus au fond pour que celui qui a l'habitude de gérer vos problèmes sent que vraiment ça ne va pas. Le retour, ça a été qu'ils aient une lettre d'explication. Je me dirais, peut-être vous allez nous expliquer pourquoi la lettre d'explication, même si nous on peut comprendre. Mais est-ce que vous comprenez comment dire cela, je dirais même pas le malheur, mais est-ce que vous comprenez la situation qui peut être celle des travailleurs là-bas, d'évoluer avec autant de compétences dans un milieu qui vous limite objectivement? Est-ce que vous comprenez cette situation? Est-ce que vous comprenez ce que vivent les travailleurs de Yalgado? Ok, merci pour votre question. Pour répondre directement, je comprends et je vis ces problèmes. Parce que nous sommes à l'hôpital, comme je vous l'ai dit, 24 heures sur 24. Et avant peut-être d'aller au fond, je vais rectifier, les femmes n'accouchent pas à terre à Yalgado. Ce qui se passe, voilà, non, même pas par moment. Il y a des salles d'accouchement, les familles accouchent. Ce qui se passe, c'est que la capacité d'accueil étant suffisamment, insuffisante ou réduite, voilà, ou limitée, après un accouchement, c'est fréquent, ou bien en tout cas, c'est possible que vous voyez des femmes dans des couloirs, sur des nattes ou sur des matelas. Ça se fait. Et nous, nos proches sont souvent dans ces mêmes cas. Alors, pour parler de l'encombrement d'une manière générale même de l'hôpital Yalgado, j'ai souvent dit à certains de vos collègues, l'hôpital Yalgado, il faut le comprendre, c'est le dernier niveau de référence. Moi, j'ai géré des hôpitaux régionaux. Je sais un peu comment ça se passe. Quand c'est compliqué, il faut toujours référer à Ouaga. Et quand on réfère à Ouaga, la première destination, c'est Yalgado. Alors, est-ce que vous voulez que nous fassions ce que certains hôpitaux peuvent faire, refouler des patients parce qu'il n'y a plus de lits? Non, on ne peut pas. Donc, les journalistes qui me demandent pourquoi les patients sont au sol, par exemple en traumato, je dis, mais est-ce que vous voulez que quand, par exemple, nous n'avons plus d'espace, nous disions aux gens de ne pas venir? Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes un hôpital public. Dans un hôpital public, il faut recevoir les gens. C'est à nous de nous aménager. Même si nous allons faire de la médecine de guerre, c'est à nous de nous aménager pour recevoir le patient. Maintenant, c'est au patient peut-être de dire que les conditions sont telles que lui ne peut pas rester à Yalgado, lui il va quitter. Sinon, même si vous allez trouver aujourd'hui, je me rappelle une fois une autorité qui venait visiter l'hôpital et qui m'a demandé, j'espère qu'il n'y a pas de patients au sol. J'ai dit non, on a 32 patients qui sont dans les couloirs. Voilà, donc ça peut dire que la situation est difficile, nous la reconnaissons. Et même ce qui est arrivé, pour revenir à cette vidéo, en réalité, moi je suis avec mon personnel et je suis solidaire de mon personnel. Et le personnel, moi j'ai compris le désarroi qu'ils avaient et peut-être que je me suis dit que c'est quelque chose qui a été fait en désespoir de cause. Pour en revenir à la lettre d'explication, nous sommes dans une administration normale. C'est-à-dire quand vous avez des procédures pour résoudre des problèmes, vous devez les utiliser. Je peux comprendre que quand vous dites que vous les avez utilisés, vous êtes épuisé, vous avez passé par d'autres chemins. Mais laissez-moi vous dire, moi-même j'ai reçu une lettre d'explication de l'autorité, de mon supérieur hiérarchique. Dans le cas de cette affaire. Dans le cas de cette affaire. Et j'ai demandé à celui aussi qui gère les services, le chef de service, parce que moi je ne peux pas, par exemple, aller faire une narration de l'activité sans passer par cette formule. Donc, je pense que la question de la lettre d'explication, il ne faut pas qu'on la gonfle trop. Là, une lettre d'explication n'est pas une sanction. C'est ce que j'entends et j'ai vu un peu sur la toile que pour avoir exprimé leur désarroi, pour avoir dénoncé quelque chose
qui a fait en sorte même que finalement la réparation a été effective, ben, on les récompense par une lettre d'explication. Non, une lettre d'explication, c'est pour dire qu'est-ce qui est arrivé. Puisqu'on n'était pas là, on n'était pas averti. Mais ça s'est passé. Dans une administration normale, on écrit pour qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé. La vidéo était suffisamment claire. Non, la vidéo était suffisamment claire, c'est vrai. Faire une vidéo, mais ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. Mais c'est de la manière de publier, y compris avec le visage du patient et tout. C'est ce qu'on leur a reproché. Est-ce que vous êtes venu? Parce que moi, en tant que directeur de l'hôpital, je n'ai pas été saisi particulièrement de cette panne et on n'a pas réparé. D'accord. Donc je rappelle, je vous m'excuse, je rappelle qu'une semaine avant, on avait un problème même plus grave que ça encore au niveau de la neurochirurgie, où il y a non seulement la lampe, où il y avait des lampes encore plus costauds même que ce que vous avez vu, qui étaient en panne, un appareil assez essentiel qu'on appelle l'amplificateur de brillance qui était en panne avec des problèmes de climatisation, mais on a mis à profit le week-end pour pouvoir faire les réparations. Et le lundi, ils ont repris le travail. Et ça, c'est fréquent, c'est les choses que nous voyons. Donc, pour moi, il ne faut pas qu'on gonfle trop l'affaire de la lettre d'explication. Une administration normale qui n'a pas compris ce qui s'est passé se doit décrire pour que les gens expliquent ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que c'est une sanction ou bien qu'on va sanctionner les agents, forcément, non. D'accord. Voilà. J'ai dit à demi-mot que la lettre d'explication, dans tous les cas, nous, on comprend d'une certaine façon. Voilà, okay. C'est ce que je disais. Maintenant, je reviens sur vos propos. Comme j'ai parlé d'accoucher à terre, moi, je vais lire un passage. C'est un article de journal, Constat à Yalgado, Cécile en blouse rose, qui dit ceci: à la maternité, les patientes accouchent par terre la plupart du temps. On prie que le bébé soit en bonne santé parce qu'on n'a même pas de salle de réanimation. C'est difficile sur le plan psychologique. On voit mourir des femmes et des nouveau-nés chaque jour, alors qu'avec l'équipement adéquat, on pourrait les sauver. Ça, pour être aussi honnête, c'est fin 2019, je crois. Donc je vais dire, c'est de Yalgado on parle comme ça. Voilà. On ne va pas faire un débat, puisque vous disiez que ce que je disais n'est pas forcément vrai. C'est raconté par votre personnel. C'est pas forcément vrai. Voilà. C'est raconté par votre personnel, c'est ce que je veux dire. Maintenant, pour continuer, parce que ce qu'on pose comme problème ici, pour moi, c'est la question de fond. On se rend compte que Yalgado, il y a un problème de moyens. Je pense que c'est ça, c'est ce pourquoi nous sommes aujourd'hui à discuter ainsi. Les moyens, comme dirait l'autre, ça se cherche, ou bien il y a des accompagnements, parce que là c'est essentiel. Vous sauvez des vies, il faut un minimum de matériel. Lorsque souvent nous allons rencontrer les syndicats chez vous, ils dépeignent la situation dans laquelle ils travaillent. On se demande, est-ce que c'est pas des traumatisés même à la fin? Parce qu'on ne s'habitue pas à la mort des gens. Même si on pense qu'à un moment donné, on supporte, mais je ne pense pas que ça, on arrive à comprendre en rentrant chez soi à la maison qu'on aurait pu sauver quelqu'un et puis on n'a pas pu le faire parce que on ne s'habitue pas à ça. Donc c'est une question de moyens. Est-ce que ça va, je ne sais pas, comment est-ce que c'est discuté? Vous avez parlé de votre hiérarchie. Comment est-ce que c'est discuté? Il y a des machines qui ne font que tomber en panne. Il y a un investissement qui n'est pas, comment dire cela, c'est pas continu, puisque vous parlez de la vétusté, la moyenne d'âge 7 ans pour ce qui est des appareils, c'est bien parce qu'on investit et puis on attend, c'est quand ça se gâte qu'on cherche encore une nouvelle machine. Comment ça se discute? Vous parlez d'une hiérarchie, comment ça se discute pour ne pas qu'on soit perpétuellement dans cette situation-là, Yalgado? Ok. Bon, peut-être avant d'arriver à la hiérarchie, qui en d'autres circonstances pourra se prononcer aussi, il faut d'abord analyser nos hôpitaux publics là, comment ils sont financés. Globalement, la santé, vous savez, au Burkina, nos financements que nous avons, c'est d'abord la subvention de l'État. L'État vous donne une subvention pour pouvoir fonctionner et éventuellement pour pouvoir investir. Deuxièmement, c'est les recettes propres que nous faisons avec les patients qui viennent payer directement la caisse ou bien les quelques-uns qui ont des prises en charge partielles ou quoi. Voilà, donc ce sont ces recettes que nous avons. Et je vais dire accidentellement ou de manière sporadique des subventions qu'on peut recevoir avec des partenaires, avec des bailleurs ou des requêtes que nous faisons. Mais là, ce n'est pas des subventions pérennes ou permanentes. Alors, quand vous regardez, pour moi, mon avis, c'est que c'est le modèle économique, en fait, de gestion de nos hôpitaux qui a vécu, c'est-à-dire il n'est plus adapté. C'est ce qu'il faut dire. Je donne un petit exemple pour que vous compreniez. Quand vous produisez un bien qui fait 10 000 francs, si vous êtes un établissement social qui ne doit pas faire de bénéfices, vous devez les vendre au moins à 10 000 francs. Dans la situation de nos hôpitaux, vous produisez un bien qui fait 10 000 francs, le coût de production c'est 10 000, vous allez le vendre, parce que c'est des prix, j'allais dire fixés comme ça, vous allez le vendre peut-être à 2 000 francs,
à 3 000 francs. Bon, la subvention qui va venir certainement peut ne pas couvrir pour que vous entrez dans les 10 000 francs. Mais dans une situation normale d'une entreprise privée, vous n'avez pas besoin d'une année pour aller en faillite. Donc il faut voir la structure même de financement de nos hôpitaux qui n'est pas du tout adaptée. C'est là la question se repose au niveau de la hiérarchie pour voir comment est-ce qu'on adapte le financement. Sinon, on va toujours traîner dans ce genre de situation tant qu'on ne résout pas cette question. Vous voyez, ailleurs, l'assurance maladie est là et ça fait que les choses sont un peu mieux maîtrisées. Bon, cela dit, je pense qu'actuellement, avec, j'ai bien dit que la hiérarchie peut mieux expliquer, en tout cas que moi, mais il y a actuellement un plan d'urgence pour pouvoir rehausser le niveau de ces hôpitaux. Et pour moi, il faut peut-être qu'on atteigne, je crois qu'actuellement c'est en discussion, je crois que dans la semaine prochaine déjà on aura des activités là-dessus. Il y a un plan d'urgence pour voir les hôpitaux en souffrance, dont Yalgado, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour relever un peu le niveau du plateau technique. Voilà. D'accord. Alors ce qu'on retient, c'est que la lampe a été réparée. Quand on écoute les syndicats, finalement c'était la meilleure méthode parce que selon eux, en tout cas, l'autorité n'entend que ce langage-là. Bon, comme vous l'avez dit, c'est selon eux. Je vous donnerai l'exemple des problèmes plus costauds, plus... je ne dirais pas plus sérieux, c'est pas le mot, mais on avait des problèmes qui dépassaient même ces problèmes de lampe scialytique qu'on a pu régler. On n'a pas eu besoin d'une interpellation des syndicats et autres pour pouvoir résoudre le problème. Toujours est-il que nous sommes en discussion, en dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Tout ce qui se passe, ce n'est pas des choses qui vers la fin nous étonnent parce qu'on est tous au courant. Je l'ai dit tout de suite. On est arrivé à un niveau où il faut repenser carrément cette structure de nos hôpitaux. Souvent, quand les gens nous interpellent, ça nous fait un pincement au cœur. Mais c'est comme si on n'est pas conscient. C'est ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que vous proposez finalement? Non, j'en viens. Je dis, quand les gens nous interpellent, c'est comme si on n'est pas conscient, ou on laisse des problèmes, on rentre dormir en paix, on n'est pas soucieux de... Voilà. Et il y a souvent même des polémiques sur le taux de mortalité à l'hôpital Yalgado. Et en fait, on essaie d'expliquer aux gens, c'est pas que nous ne sommes pas conscients, nous en sommes très conscients. Et nous faisons ce que nous devons faire, nous rendons compte à qui de droit, nous essayons de... Si on doit expliquer au jour le jour les souffrances que nous vivons pour pouvoir faire fonctionner la quarantaine de services cliniques que nous avons, mais c'est terrible. C'est terrible, ça a donné des insomnies. Voilà. Ok, juge Bouma. Merci. Le DG et le juge va toucher du doigt une réalité, c'est la question, comme il a dit, du modèle économique de nos hôpitaux, comment est-ce qu'on les finance, comment est-ce qu'on les équipe. Pour avoir eu la chance de présenter une émission ici avec la présence du ministre actuel de la Santé qui était présent sur le plateau par rapport à l'équipement de nos hôpitaux, la question que j'avais posée, mais comment est-ce que ça marche au niveau du privé et au niveau du public, ça ne marche pas alors qu'on a l'impression que l'État a plus de moyens que ceux qui sont dans le privé. Quel est le secret qui se trouve là-bas qu'on ne peut pas transposer au niveau du public? Alors que certains praticiens qui sont à Yalgado officient également dans des cliniques privées, manipulent les mêmes appareils et ça marche, et à Yalgado ça ne tient pas. Et parfois, l'appareil vient, il ne fait pas long feu et puis il est mort. Parce qu'il y a aussi la question de la maintenance préventive qu'on n'en a pas. Alors déjà, comment est-ce que ça marche au privé et au public ça ne marche pas? Ok, mon opinion là-dessus, comme je l'ai dit, et c'est à la suite de ce que je viens de dire sur le modèle même économique que nous avons, mais au-delà du modèle économique, en fait c'est toute la culture du service public. Vous savez, l'établissement public, c'est une modalité de gestion du service public. Donc, nous sommes globalement dans le cadre de l'ambiance, de la culture, de l'idéologie du service public. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on voit un service, on voit une entité comme quelque chose qui, ça ne m'appartient pas. Bon, je parle un peu terre à terre pour qu'on puisse mieux se comprendre. Ça ne m'appartient pas. Quand ça m'arrange, je dirais que ça ne m'appartient pas. Quand ça m'arrange aussi, je dirais que bon, c'est pour tout le monde, donc voilà. Ou bien je dirais que personne ne peut me faire des exigences. Donc ça fait que, vous voyez, toute la rigueur et la grande discipline qu'il y a dans le privé. Parce que le privé est mu par le fait qu'il faut faire des bénéfices, sinon vous fermez. Vous avez beau avoir de grands objectifs nobles, c'est bien éthique et autres, même dans la santé, une clinique privée, le but final, you need to make money, c'est-à-dire vous devez faire de l'argent. Sinon, vous ne pouvez pas payer aux impôts, vous ne pouvez pas tenir. Alors que dans les services publics, on ne demande pas de faire de l'argent. Et même dans la santé, quand nous parlons même de recouvrement, il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. La santé, ça devait être gratuit, la santé, ça devait être ceci ou cela. Donc, ça fait que ça ne marche pas. Ça, c'est d'abord la première raison, la culture même du public. Mais ça, c'est globalement à un certain niveau. Il faut qu'on essaie d'infléchir les choses. Et le deuxième, la deuxième chose, c'est quoi? Le mode d'acquisition de nos matériels pour travailler. En réalité, j'ai dit ça a fait son temps, c'est fini. On ne peut plus demander aujourd'hui à l'État d'aller acheter un scanner, venir déposer dans un hôpital. Non, ça ne marchera pas bien.
Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le partenariat public-privé, ou en tout cas les modes dérivés de ces partenariats publics-privés. Ça ne marchera pas bien. Ça ne marchera pas bien parce que quand vous avez un appareil comme ça, avant même de l'avoir, vous devez faire des études économiques de la viabilité de cet appareil. Vous devez avoir une comptabilité qui vous permet de prévoir l'amortissement de cet appareil. Vous devez avoir un budget conséquent qui vous permet de faire la maintenance de cet appareil pour que ça tienne sur le temps normal d'amortissement. Mais dans le public, il n'y a pas tout ça. Il n'y en a pas suffisamment, je vais dire. Nous ne faisons pas une comptabilité d'amortissement. Donc quand le matériel est là, on l'utilise. Et si on veut même rentrer dans ces comptabilités d'amortissement, peut-être qu'à ce moment, les populations n'auront pas leurs prestations. Un matériel qui est censé faire juste 5 ans, sa durée de vie comptable. S'il fait 5 ans, mais il marche toujours, et vous le déclassez, et vous dites aux gens, bon, en attendant qu'on ait le nouvel appareil, ça peut faire 1 an, ça peut faire 1 mois, ça peut faire 2 ans. On continue à travailler. C'est vrai, ça pose des problèmes de fond, mais comme je l'ai dit, pour moi, il faut revenir à une situation où un hôpital ne doit pas dépenser des centaines de millions pour acheter un scanner. Non. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, sous réserve de toutes les conditions, j'allais dire, de transparence, de bonne gouvernance. On rentre dans ce type de contrat. Je sais que ça pose souvent des questions ou des préoccupations. Les gens disent qu'on veut privatiser l'hôpital, mais c'est ce qui marche. Essayons de copier ce que les autres font et qui est bien. Quelqu'un qui va venir déposer son scanner, il en est propriétaire d'abord. Deuxièmement, il est responsable à 100% de la maintenance, ce n'est pas l'hôpital. Nous, ce que nous voulons, c'est ce que le scanner produit comme travail. Je donne juste l'exemple du scanner parce qu'il est emblématique. C'est ce que les résultats que le scanner donne là. C'est ce que nous voulons acheter et vendre à notre client. S'il ne peut pas payer les services sociaux, il passe par les services sociaux, on l'exonère, il ne paye rien, parce que c'est un service public. En réalité, pour tout le gros matériel d'un hôpital aujourd'hui, il faut qu'on fasse comme ça. J'ai vu les exemples un peu en Inde, au Sénégal à côté, mais c'est comme ça que le monde marche aujourd'hui. Quand les gens se disent non, l'État devrait équiper, non, l'État ne peut plus faire tout ça. Et moi, pour moi, à mon avis personnel, l'État ne doit plus s'engager, en tout cas à 100%, à acheter du matériel lourd qui coûte très cher pour déposer dans des hôpitaux. Il y a des privés qui peuvent le faire très bien. Je pense qu'il faut aller vers ce schéma. On minimise les pannes. C'est là que je vous dis, ce n'est pas sorcier, c'est pas étrange. Je connais bien les acteurs qui sont à 5 amis, c'est ce qu'ils font. Combien de fois les scanners tombent en panne et combien de fois c'est immobilisé pendant plus d'1 mois, non? Donc, il faut que nous-mêmes nous acceptions de changer et d'aller vers ces modes-là. Ça peut mieux nous aider. À l'émission d'ailleurs dont je parlais, cette volonté aussi a été dite. L'exemple du Sénégal ce jour également a été cité parce qu'il y avait le CIMEB qui était également sur le plateau. Et ils ont évoqué également le leasing qui pourrait être une solution. Mais bon, aujourd'hui, on a un ministre de la Santé qui était, je dis bien sur le plateau, qui avait fait effectivement ces propositions. Est-ce que vous en avez eu à parler par rapport à l'équipement de nos hôpitaux et qu'est-ce qu'il a été dit? Non, personnellement, je ne suis pas encore allé pour qu'on discute spécifiquement de l'équipement des hôpitaux. Mais comme je vous l'ai dit, dans les semaines à venir en tout cas, il y a un grand débat là-dessus. Ce n'est pas un débat aussi vague, c'est un débat très précis parce que je pense que lors de l'inauguration du centre de radiothérapie, monsieur le ministre de la Santé avait effectivement lancé cette idée que très prochainement, il y aura un plan, j'allais dire de sauvetage, mais en tout cas d'équipement, ou de nouveaux équipements en tout cas pour les hôpitaux en souffrance. Donc je me dis que peut-être il faut prendre le mal en patience et puis il faut attendre peut-être 2 semaines comme ça que cette volonté-là soit matérialisée sur le terrain et certainement la presse sera conviée par qui de droit pour faire le point sur ce qui sera fait. Je pense que la semaine prochaine, on a une rencontre qui est pilotée par la direction de la communication du ministère de la Santé et qui porte spécifiquement sur le plan de communication qui sera fait par rapport à ces nouveaux équipements-là. Okay. Voilà. Viva. Oui, moi j'entends les propositions qui sont faites et tout. Bernard parlait de leasing et autres. Le mot là, leasing, là, ça rappelle beaucoup de choses quand on emploie chez nous beaucoup d'affaires. Donc ça veut dire que souvent il y a de la prudence. Mais même parlant de la question du modèle économique, quand vous voulez qu'il y ait un genre de... C'est-à-dire que dans ce qu'on a comme gestion, pour ce qui est des grosses machines et autres, vous voulez externaliser sa gestion.